Ma mère a saisi le micro au mariage de ma sœur. Prions tous pour ma fille, Laure, qui a 40 ans et qu'aucun homme ne veut toujours. 200 invités ont ri. Je me suis levée, souriant, et j'ai dit, « Maman, il est déjà là. » Les portes de la salle de réception se sont ouvertes. Ma mère a laissé tomber le micro en voyant qui entrait. Ma mère a saisi le microphone au mariage de ma sœur et a dit devant 200 invités, « Prions tous pour ma fille Laure, qui a 40 ans et qu'aucun homme ne veut toujours. » 200 personnes ont éclaté de rire. Pas toutes. Certaines ont couvert leur bouche, d'autres ont fixé leurs assiettes. Une femme à la table numéro 6, j'ai découvert plus tard qu'elle était une cousine du marié, a murmuré « Oh mon Dieu » à personne en particulier, mais suffisamment de gens ont ri. Suffisamment pour remplir une salle de bal. Suffisamment pour faire rebondir le son sur les lustres et le laisser se nicher quelque part entre mes côtes. J'étais assise à la table numéro 9 près des portes de la cuisine. Si vous avez déjà été à un mariage et remarqué la table la plus proche de l'endroit où le personnel de service entre et sort en transportant des assiettes sales, c'est la table numéro 9. C'est là que ma mère m'a mise. Entre un grand-oncle du marié qui était déjà endormi et une amie d'université de quelqu'un qui n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sous la table comme si elle chronométrait son évasion. Le grand salon de réception de l'hôtel Le Meurice, au centre de Paris, avec ses lustres en cristal et ses centres de table d'orchidées blanches qui coûtaient probablement plus par table que mon premier mois de loyer après mes études. Ma sœur Chloé, la mariée, la belle, celle dont c'était censé être le mariage, avait la main sur la bouche à la table d'honneur. Pas de l'horreur à proprement parler, plutôt de l'embarras. Le genre que l'on ressent quand un proche fait quelque chose d'horrible et que l'on est lié à lui, mais pas assez pour l'arrêter. Son nouveau mari, Rémi, lui a posé la main sur l'épaule. C'était un homme bien. Il a eu la décence de ne pas rire. Ma mère se tenait à l'avant de la salle de bal dans une robe couleur champagne qui était suffisamment proche du blanc pour faire une déclaration. Elle tenait ce microphone comme si elle avait répété ce moment pendant 40 ans. Et peut-être l'avait-elle fait. Voici ce que 200 personnes ne savaient pas à propos de la femme à la table numéro 9. Elles ne savaient pas que je dirigeais une division de 2,3 milliards d'euros chez Dubois et Associés, l'une des plus grandes firmes de conseil du pays. Elles ne savaient pas que je supervisais 4000 employés dans 12 pays. Elles ne savaient pas que 46 heures avant le mariage de ma sœur, le conseil d'administration avait voté à l'unanimité pour faire de moi la directrice des opérations, la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Elles ne savaient rien de tout cela parce que je ne leur avais jamais dit. Je n'avais jamais rien dit à personne dans cette pièce. Ni à ma mère, ni à ma sœur, ni à la tante assise à côté de moi qui me serrait la main sous la table si fort que je sentais ses bagues me cisailler la peau. Ma mère a fait une pause, pour l'effet comique. Elle a vraiment marqué une pause, comme si c'était une scène qu'elle avait travaillée. Je me demande parfois où j'ai pu me tromper avec celle-là, a-t-elle continué. Le micro a grésillé sur le TR de « tromper ». Mais Dieu sait qu'elle a besoin d'une intervention divine à ce stade. Plus de rire, plus détendu maintenant. Les gens avaient décidé qu'il était acceptable de rire parce que ma mère riait et que la mariée souriait à moitié et que personne à la table numéro 9 n'avait éclaté en sanglots. Donc, ça devait aller. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Si la cible ne saigne pas, elle ne doit pas souffrir. Un serveur s'est arrêté derrière ma chaise, tenant un plateau de flûte de champagne. Il avait tout entendu. Il m'a regardé comme on regarde une voiture en panne sur l'autoroute, une brève pitié. Puis, il faut avancer. Il est passé. J'ai baissé les yeux sur mon eau pétillante. Les bulles montaient toujours, minuscules, patientes, ne allant nulle part ailleurs qu'en haut. J'ai regardé ma tante Patricia assise à côté de moi. Elle avait 68 ans, et des larmes coulaient sur ses joues. Pas de manière dramatique, juste en s'échappant, comme quelque chose de trop plein qui avait finalement craqué. Patricia avait passé 30 ans à être l'autre femme que ma mère aimait rabaisser. D'abord, c'était sa cuisine, puis son poids, puis son mari, puis tout. Elle était mon aperçu, mon attraction à venir, la femme que je deviendrais si je restais à la table numéro 9 pendant encore 30 ans en appelant cela « maintenir la paix ». Patricia m'a serré la main. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin.
Sa poigne disait, ne deviens pas moi. J'ai posé mon verre. Je me suis levé. 200 têtes se sont tournées. Le silence qui a suivi n'était pas le genre dramatique que l'on voit dans les films. C'était pire. C'était le genre curieux. Celui qui se produit lorsqu'un accident de voiture est en train de se former et que les gens ralentissent pour regarder. La robe bleu marine que je portais coûtait 80 € d'une boutique de déstockage de luxe. Pas de bijoux, à part la vieille montre de mon père à mon poignet gauche. Celle qu'il portait à toutes mes expositions scientifiques. À chaque pièce de théâtre scolaire que ma mère manquait. Tous les mardis soirs, quand il conduisait 40 minutes depuis Neuilly-sur-Seine pour m'emmener dîner parce qu'il savait que j'avais besoin d'une personne dans cette famille qui se présentait sans condition. Papa est mort il y a 6 ans. Une crise cardiaque rapide. Il n'a pas souffert, ce que les gens disent quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. J'ai gardé la montre. Je l'ai gardée parce que quand je la regarde, j'entends sa voix. Tu n'es pas la difficile, Laure. Tu es juste celle qui pose les bonnes questions. J'ai lissé ma robe. J'ai regardé ma mère de l'autre côté de la salle. Elle souriait toujours. Le micro était toujours dans sa main. 200 visages étaient toujours tournés vers moi, attendant la chute. Je leur en ai donné une. En fait, maman, ma voix est sortie comme elle sort dans les salles de conseil. Ferme, posée, le genre de calme qui fait que les gens se penchent en avant parce qu'ils savent que ce qui va suivre a été choisi avec soin. Il est déjà là. Les portes de la salle de réception se sont ouvertes et ma mère, la femme qui venait de dire à 200 personnes qu'aucun homme ne voudrait jamais de moi, a laissé tomber le microphone. Il a frappé le sol avec un bruit sourd que les haut-parleurs ont amplifié en quelque chose qui ressemblait presque à un battement de cœur. Un dernier battement fort. Mais je vais trop vite, car si je vous raconte la fin sans le début, vous penserez que c'était de la vengeance. Ce n'était pas le cas. La vengeance exige de la planification et de l'amertume, et je n'avais ni l'un ni l'autre. Ce que j'avais, c'était 40 ans de silence, un bureau d'angle au 47e étage d'un immeuble que ma mère n'a jamais visité, et un téléphone qui a vibré dans ma pochette exactement au bon moment. Laissez-moi vous ramener en arrière parce que vous devez comprendre comment une femme qui dirige une opération de 2,3 milliards d'euros pour une entreprise du CAC 40 a fini par s'asseoir à la table numéro 9 au mariage de sa propre sœur, vêtue d'une robe à 80 €, faisant semblant d'être personne. Vous devez comprendre comment je suis devenue si douée pour disparaître que j'ai failli ne plus me retrouver moi-même. J'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, à 40 minutes à l'ouest de Paris si le trafic coopère, ce qui, en Île-de-France, n'arrive jamais. Une maison à 2 étages sur la rue des Ormes, avec un revêtement blanc, des volets bleus, un jardin que mon père tondait tous les samedis matins en écoutant un match de rugby sur un transistor qu'il refusait de remplacer. De l'extérieur, la maison Leclerc ressemblait à toutes les autres maisons de cette rue. Et c'était peut-être là le but. Ma mère croyait profondément à l'idée de ressembler à toutes les autres maisons de la rue. Diane Leclerc, institutrice à l'école primaire Saint-Martin pendant 22 ans. Si vous avez grandi à Neuilly-sur-Seine dans les années 80 ou 90, il y a de bonnes chances que ma mère vous ait appris à lasser vos chaussures et à partager vos crayons. Les parents l'adoraient. L'APE l'adorait. Elle apportait des sablés maison à chaque vente de pâtisserie et se souvenait de l'anniversaire de chaque enfant et a un jour organisé une collecte de fonds qui a rapporté 11 000 € pour la bibliothèque de l'école. La Madame Leclerc préférée de tous. À la maison, elle était un autre genre de professeur. Le programme était plus simple. Il y avait 2 élèves et la courbe de notation était fixe. Chloé était le A+. J'étais l'incomplète. Ce n'était pas dramatique. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos de ce genre de choses. Il n'y avait pas de dispute, pas de porte verrouillée, pas de bleu que quiconque aurait pu montrer du doigt. C'était plus silencieux que ça. Chirurgical, le genre de coupure qui ne saigne pas à l'extérieur, alors vous passez des années à vous demander si la blessure est même réelle. Les dessins de Chloé allaient sur le réfrigérateur. Les miens allaient dans un tiroir. Le récital de ballet de Chloé. Les 2 parents au premier rang, ma mère enregistrant avec un caméscope qu'elle avait acheté spécifiquement pour les performances de Chloé. Mes expositions scientifiques,
Papa au dernier rang, seul, me faisant un pouce levé qui signifiait tout est pas assez à la fois. Quand il y avait des invités, ma mère nous présentait toujours de la même manière. Voici Chloé, ma petite fille, disait-elle, la main sur les cheveux de Chloé comme si elle présentait un ruban qu'elle avait gagné. Et voici Laure. Pas de qualificatif, pas d'adjectif, juste mon nom, suspendu là comme une phrase qui n'a jamais été terminée. Mon père l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. François Leclerc était un homme silencieux, expert en assurance, qui passait ses journées à calculer les risques et ses soirées à essayer de les réduire à la maison. Il n'a jamais affronté ma mère directement. Ce n'était pas sa façon de faire. Au lieu de cela, il compensait discrètement, constamment, d'une manière que ma mère ne remarquait pas ou choisissait d'ignorer. Il me conduisait à chaque exposition scientifique. Il me laissait des post-it dans ma boîte à lunch, pas des sourires ou des cœurs comme certains parents. Des faits. Il écrivait des choses comme « Savais-tu que les poulpes ont 3 cœurs ?» ou « Le cerveau humain utilise 20% de l'énergie du corps. Le tien en utilise probablement plus. » J'ai gardé chacun d'eux. Je les ai dans une boîte à chaussures dans mon placard à Paris. J'ai 40 ans, et je ne peux toujours pas les jeter. Mais il y a eu un après-midi qui a tout changé. J'avais 14 ans. Octobre. Les feuilles de la rue des Ormes avaient pris cette couleur orange brûlée, magnifique en photo, mais qui signifie simplement que tout est en train de mourir. Je suis rentrée de l'école plus tôt. L'entraînement pour le concours académique avait été annulé. Notre entraîneur avait la grippe. Je portais mon bulletin scolaire dans mon sac à dos. Encore des as partout. J'avais cette idée que si je montrais les notes à maman et qu'elle les voyait avant que Chloé ne rentre, peut-être qu'elle dirait quelque chose. Pas une fanfare, juste quelque chose. Je suis entrée par la porte de derrière, j'ai posé mon sac dans la cuisine, j'ai entendu des voix sur le porche d'entrée, ma mère et madame Fournier, 3 maisons plus loin, du thé glacé, les bons verres. Ce qui signifiait que ma mère était en représentation parce qu'elle ne sortait les bons verres que lorsqu'elle voulait impressionner quelqu'un. Même si ce quelqu'un n'était que Barbe Fournier avec ses pulls à poils de chat et ses opinions sur les affaires de tout le monde. Je me suis arrêtée dans le couloir. Je n'avais pas l'intention d'écouter. J'allais juste ouvrir la porte du porche quand j'ai entendu mon nom. Chloé est ma jolie, disait ma mère. Sa voix avait ce ton chaleureux et confidentiel qu'elle utilisait quand elle partageait quelque chose qu'elle voulait faire passer pour de la réticence, mais qu'elle était en fait impatiente de dire. Elle aura des garçons en rang autour du pâté de maison. Retenez bien mes paroles. Madame Fournier a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Laure, ma mère a ri. Un rire court. Le genre de rire qui a un plancher mais pas de plafond. Eh bien, au moins elle est intelligente. Mais l'intelligence ne vous apporte pas un mari, n'est-ce pas? L'intelligence ne tient pas un homme au chaud la nuit. Elles ont toutes deux ri. Les verres de thé glacé ont teinté. J'étais dans le couloir, tenant la bandoulière de mon sac à dos. Le bulletin scolaire était à l'intérieur. Tous des A, 4.0. Le papier aurait aussi bien pu être vierge. Je n'ai pas pleuré. Je tiens à être clair là-dessus. Quelque chose de pire s'est produit. Quelque chose s'est refermé. Comme une porte se fermant dans une maison dont on ne connaissait pas les pièces. Je suis montée. J'ai sorti le bulletin de mon sac à dos. Je l'ai épinglé au tableau en liège au-dessus de mon bureau, celui que je regardais seul. Et je n'ai plus jamais montré une note à ma mère. Ce fut le jour où j'ai commencé à disparaître. Pas physiquement. J'étais toujours là au dîner, toujours là à Noël, toujours là sur les photos de famille où ma mère positionnait Chloé devant et moi légèrement sur le côté comme un accessoire du décor. Mais quelque chose d'essentiel s'était retiré derrière un mur. J'ai cessé de ramener mes victoires à la maison. J'ai cessé de ramener quoi que ce soit à la maison qui puisse être pesé et trouvé insuffisant. Ma mère n'a jamais remarqué le changement. Pourquoi l'aurait-elle fait? On ne remarque pas l'absence de quelque chose auquel on n'a jamais prêté attention en premier lieu. Mon père l'a remarqué. Il n'a rien dit à ce sujet pendant 3 ans. Puis,
Un soir, en rentrant d'un dîner du mardi, il a dit, « Tu sais que tu n'as pas à gagner ta place dans cette famille, n'est-ce pas? Tu en as déjà une. » J'ai dit, « Je sais, papa. » Je ne savais pas. J'avais 17 ans et je croyais déjà, jusqu'à la moelle de mes os, que l'amour était une évaluation de performance et que je n'obtiendrais jamais une note de passage. Il y a une autre chose de cette époque dont je dois vous parler. Un repas de famille cette même année, toute la famille chez nous, dinde, gratin de haricots verts, ma mère dirigeant le trafic dans la cuisine comme si elle dirigeait une symphonie et que tous les autres étaient légèrement désaccordés. Je m'étais échappée dans la chambre d'amis à l'étage. Je lisais. Je lisais toujours. Ma tante Patricia m'y a trouvé. Elle a frappé 2 fois. Elle frappait toujours 2 fois. Doucement, comme si elle demandait la permission d'exister, et s'est assise au bord du lit. Patricia était la sœur aînée de mon père, 68 ans maintenant, mais cette année-là, elle avait 54 ans, et elle ressemblait à une femme qui s'était excusée toute sa vie. Elle avait la même posture que j'étais en train de développer, les épaules légèrement courbées, occupant moins d'espace qu'elle n'y avait droit. « Ta mère te donne du fil à retordre ?» a-t-elle demandé. « Pas plus que d'habitude. » Patricia a souri. Triste. Le genre de sourire qui connaît la réponse avant la question. « Tu sais ce que je regrette le plus, ma chérie ?» Elle tirait sur un fil de la couette. Sans me regarder. Ce n'est pas que les gens ne me voyaient pas. C'est que je les ai aidés à ne pas me voir. Je suis devenue si douée pour disparaître qu'un jour je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis plus retrouvée non plus. J'avais 14 ans. Je n'ai pas compris. 26 ans plus tard, debout dans une salle de bain de l'hôtel Le Meurice au centre de Paris, je comprendrais cette phrase si complètement qu'elle me briserait comme un œuf. Mais cela viendra plus tard. D'abord, je dois vous parler de l'empire que j'ai construit pendant que personne ne regardait. Avez-vous déjà caché quelque chose dont vous étiez fier? Simplement parce que le montrer semblait trop dangereux? Oui, moi aussi. Pendant 26 ans, je suis partie pour la Sorbonne en août après mes 18 ans. J'ai rangé 2 valises et une boîte de livres dans la buick de mon père pendant que ma mère restait sur le perron et disait « N'oublie pas d'appeler le dimanche ». Elle l'a dit de la même manière qu'elle me disait tout, comme une tâche qu'elle cochait sur une liste plutôt qu'un sentiment qu'elle ne pouvait contenir. Mon père m'a conduit pendant 40 minutes jusqu'à Évry dans un silence quasi total. Pas le genre inconfortable, le genre qui se produit entre 2 personnes qui se comprennent suffisamment bien pour savoir que les mots ne feraient qu'entraver. Quand il s'est arrêté devant le dortoir, il a coupé le moteur et est resté assis un instant. Puis il a fouillé dans la poche de sa veste et m'a tendu un post-it. Il disait, « La personne moyenne utilise 10% de son potentiel. Tu n'es pas moyenne. Va le prouver, mais seulement à toi-même. » J'ai mis ce post-it dans mon agenda. Je l'ai regardé tous les jours pendant 4 ans. Au moment de l'obtention de mon diplôme, l'encre s'était presque effacée, mais je pouvais encore le lire les yeux fermés. Ma mère n'est pas venue à ma remise de diplôme universitaire. Chloé avait un récital de danse ce jour-là. Elle avait 22 ans et faisait toujours du ballet de loisirs. Le genre où tout le monde reçoit un trophée et où les parents applaudissent comme s'ils étaient à l'Opéra Garnier. Ma mère a choisi le récital. Mon père est venu seul. Il portait sa meilleure cravate, la bleu marine avec les petits pois blancs, et il a pris une photo de moi tenant mon diplôme. Mention summa cum laude en gestion des opérations. J'ai toujours cette photo dans un cadre sur mon bureau au travail, juste à côté d'une photo de lui à ma première exposition scientifique. Même cravate, même fierté silencieuse sur son visage. 2 photos, 22 ans d'intervalle, même homme, même expression. C'est à cela que ressemble l'amour inconditionnel. Il ne s'annonce pas. Il continue juste de se manifester dans la même cravate bleu marine. Après la Sorbonne, j'aurais pu aller n'importe où. 3 entreprises m'ont proposé des postes avant même que j'aie terminé ma thèse. J'ai choisi Dubois et Associés parce qu'ils avaient leur siège à Paris, parce qu'ils étaient les plus grands, et parce que, si je suis honnête, j'avais quelque chose à prouver. Pas à ma mère, j'avais abandonné cette idée. Mais à la jeune fille de 14 ans, debout dans le couloir, tenant un bulletin scolaire qui soudain ne signifiait plus rien.
Je voulais lui montrer que cela signifiait quelque chose, même si personne d'autre ne le verrait jamais. Les 5 premières années ont été brutales. Le conseil en management dévore les gens vivants, surtout les femmes. Surtout les femmes qui n'ont pas d'argent ou de relations. Je travaillais 16 heures par jour. J'ai appris à lire un compte de profit et perte comme mon père lisait les réclamations, cherchant le chiffre qui n'allait pas. La ligne qui racontait une histoire différente du reste de la page. J'y étais bonne. Pas bonne pour une femme. Bonne. Pas bonne pour son âge. Bonne. Bonne. À 30 ans, j'étais senior manager. À 33 ans, directrice. J'ai restructuré la division Asie du Sud-Est pendant une crise de la chaîne d'approvisionnement qui avait poussé 3 autres entreprises à se retirer complètement de la région. Nous sommes restés. Nous n'avons pas seulement résisté. Nous avons augmenté notre part de marché de 14% en 18 mois. Le PDG de l'époque m'a envoyé une note manuscrite, vous venez de nous faire économiser 340 millions d'euros. Je vous dois un dîner. Je n'ai jamais eu ce dîner. J'ai eu quelque chose de mieux. J'ai été remarqué par l'homme qui a remplacé ce PDG 2 ans plus tard. David Leroy est devenu PDG de Dubois et Associés quand j'avais 32 ans. Il en avait 44 à l'époque, jeune pour un chef d'entreprise du CAC 40, divorcé, 2 fils en pensionnat, et le genre de leader qui se souvenait des noms des concierges à chaque étage. Je ne l'ai pas rencontré formellement avant une présentation au conseil d'administration, 6 mois après son entrée en fonction. Je présentais le rapport d'opération trimestriel de ma division. 36 diapositives, 22 minutes. Quand j'ai eu terminé, la salle de conseil est restée silencieuse pendant environ 4 secondes, ce qui, dans une pièce pleine de personnes facturant à l'heure, est une éternité. David a dit, qui est-elle? Le directeur financier a dit, Laure Leclerc. Elle dirige les opérations en Asie du Sud-Est. David a dit, pourquoi ne dirige-t-elle pas plus? En un an, j'étais vice-présidente des opérations. 12 pays, 4000 employés, un portefeuille de 2,3 milliards d'euros, un bureau d'angle au 47e étage avec une vue sur le lac Léman dont je ne me lassais jamais, même les jours gris, surtout les jours gris. Parce que les jours gris à Paris ont une qualité de lumière qui donne l'impression que tout est en pleine réflexion. David est devenu mon mentor. Pas au sens corporatif du terme, où quelqu'un vous invite à déjeuner 2 fois par an et vous donne des conseils vagues sur l'ambition. Mais au sens réel. Il me donnait les projets difficiles. Il me disait quand j'avais tort. Il me défendait dans des pièces où je n'étais pas encore invité. Et une fois, après avoir travaillé 40 heures d'affilée pour sauver une relation client que tout le monde avait abandonnée, il s'est assis en face de moi dans son bureau et a dit quelque chose que personne de ma famille n'avait jamais dit. Laure, vous êtes la meilleure opératrice avec laquelle j'ai jamais travaillé. Pourquoi personne dans votre vie ne semble le savoir? Je lui ai donné la réponse que j'avais répétée, je sépare le travail et la famille. Il s'est adossé à sa chaise. David avait cette façon de devenir silencieux qui vous donnait l'impression que vous veniez de lui confier une énigme qu'il allait résoudre, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas de la séparation, a-t-il dit. C'est de la dissimulation. Je n'ai pas répondu. Que allais-je dire? Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais avoir raison et être prête à faire quelque chose à ce sujet sont 2 choses différentes, et j'avais vécu dans la mauvaise pendant très longtemps. Voici ce que ma famille savait de ma carrière. Laure travaille dans une entreprise de conseil au centre-ville. Un genre de manager. Gagne probablement un salaire décent parce qu'elle a un appartement assez agréable, mais rien d'extravagant. Elle conduit une Honda Accord, pas même neuve. Elle ne parle pas beaucoup de son travail. Elle ne parle pas beaucoup de quoi que ce soit, en fait. Voici ce qu'il ne savait pas. La Honda Accord était un choix, pas une limitation. Mon salaire était de 340 000 € de base plus les primes. J'aurais pu conduire une Porsche. J'ai choisi de ne pas le faire. De la même manière que j'ai choisi un appartement dans le Marais au lieu d'un penthouse dans le 16e arrondissement. De la même manière que j'ai choisi des restaurants calmes plutôt que des galas.
Non pas parce que j'avais honte de l'argent, mais parce que chaque fois que j'avais partagé une étape importante avec ma mère, elle avait trouvé un moyen de la minimiser. Quand j'ai été promue directrice, j'ai fait l'erreur de le mentionner lors d'un dîner de famille. La réponse de ma mère: tout ce succès est toujours à dîner seul. Ça ne te dérange pas? Quand j'ai acheté mon premier appartement, j'ai envoyé une photo à Chloé. Chloé l'a montrée à maman. La réponse de maman: un appartement pour une personne. C'est juste un mot chic pour solitude, n'est-ce pas? Quand j'ai remporté le prix du leadership féminin dans les opérations, une distinction de l'industrie accompagnée d'une plaque en cristal et d'un article dans un magazine professionnel national. J'en ai parlé à Noël. Ma mère ne l'a pas reconnu. Elle a passé 3 heures à parler des fiançailles de Chloé avec Rémi, des détails de la bague, des options de lieu, de la liste des invités. Mes récompenses sont restées dans mon sac comme une pierre que j'avais portée pour rien. Alors j'ai arrêté de ramener des choses à la maison. J'ai arrêté de mentionner les promotions, les augmentations, les récompenses, tout cela. La version familiale de Laure est devenue un croquis simplifié. La célibataire, la silencieuse, celle qui travaille trop et n'a pas de vie. Et la vraie Laure, celle qui dirigeait 12 pays et 4000 personnes et restait debout jusqu'à 2 heures du matin à résoudre des problèmes qui affectaient les rapports de résultats trimestriels, lus par les actionnaires dans 14 fuseaux horaires. Cette Laure n'existait que dans les murs d'un immeuble de bureaux en verre au centre-ville. 2 personnes séparées par 45 minutes d'autoroute. Même femme, même nom, des vies complètement différentes. David m'a demandé une fois pourquoi je n'amenais jamais personne de ma famille aux événements d'entreprise. D'autres cadres amenaient leurs conjoints, leurs parents, leurs frères et sœurs. Je venais toujours seule. Ma famille n'est pas vraiment du genre événement d'entreprise, ai-je dit. David m'a regardé avec cette patience tranquille qui faisait de lui un bon PDG et une personne à qui il était inconfortable de mentir. Laure, a-t-il dit, je vous ai vu négocier un contrat de 400 millions d'euros sans sourciller. Vous n'avez pas peur des événements d'entreprise. Vous avez peur de ce qui se passe lorsque ces deux mondes se touchent. J'ai changé de sujet. Il m'a laissé faire. C'était ça, David. Il plantait la graine et s'en allait. Il ne l'arrosait jamais pour vous. Il vous faisait confiance pour le faire vous-même. Il avait raison. Bien sûr, j'étais terrifiée par ce qui arriverait si les 2 versions de moi-même entraient en collision. Non pas parce que j'avais honte de l'une ou de l'autre, mais parce que j'avais passé 20 ans à construire un mur entre elles. Et je ne savais pas qui je serais si le mur tombait. J'étais sur le point de le découvrir. Chloé s'est fiancée un samedi d'avril. Rémi l'a demandé en mariage place Dauphine, agenouillée, ce qui est exactement le genre de demande que ma sœur adorerait. Public, photogénique et immédiatement partageable. Elle l'a posté sur Instagram avant d'appeler qui que ce soit. 300 j'aime en 20 minutes. Ma mère l'a appris par une notification sur son téléphone. Au moment où le dîner de famille a eu lieu 2 jours plus tard chez ma mère à Neuilly-sur-Seine, naturellement, parce que les choses importantes se passaient chez ma mère, où elles n'existaient pas du tout, Diane Leclerc avait déjà appelé 3 lieux de réception. 2 fleuristes et un photographe qu'elle avait vu au mariage de la fille d'une voisine. J'attends cela depuis le jour de ta naissance, a-t-elle dit à Chloé de l'autre côté de la table, serrant les 2 mains de Chloé comme si elle acceptait un prix. Ses yeux étaient humides. La représentation avait déjà commencé. Rémi était assis à côté de Chloé, l'air légèrement dépassé. La manière dont les hommes regardent quand ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement fait leur demande à une femme, mais à une famille. Ses parents, monsieur et madame Dubois, payaient la majeure partie du mariage. Des gens de la classe moyenne supérieure de Saint-Germain-en-Laye. Son père dirigeait une entreprise d'immobilier commercial. Sa mère, Sandra, était une directrice d'école à la retraite. De bonnes personnes, polies, le genre de politesse qui vient du respect réel des autres humains, pas le genre qui vient du désir qu'ils pensent que vous les respectez. Rien de tout cela n'a empêché ma mère de prendre le dessus. En 1 semaine, le mariage était devenu l'événement de Diane Leclerc. Elle a choisi le lieu, l'hôtel Le Meurice, au centre-ville, parce qu'elle voulait quelque chose qui impressionnerait les gens. Elle a choisi le thème des couleurs.
Elle a choisi la façon de plier les serviettes. Les parents de Rémi faisaient les chèques, et ma mère les dépensait comme si elle avait gagné chaque centime. J'ai proposé d'aider avec le budget dès le début. J'aurais pu couvrir tout le mariage sans même remarquer le prélèvement, mais je n'allais pas l'annoncer. Alors, j'ai pris Chloé à part après un dîner un soir et je lui ai fait un chèque de 15 000 €. Pour tout ce dont tu as besoin, ai-je dit, fleurs, amélioration du groupe, n'importe quoi. Chloé a regardé le chèque, puis m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la gratitude. Quelque chose entre les deux qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Ne dis rien à maman, a-t-elle dit, elle rendra ça bizarre. Je sais. Chloé a rangé le chèque dans son sac à main. Elle n'a pas dit merci. Pas alors. Je me suis dit que c'était parce qu'elle était submergée par l'organisation. C'était plus facile que l'alternative. 3 mois avant le mariage, ma mère a envoyé le plan de table à Chloé pour approbation. Chloé me l'a fait suivre par message de groupe avec 4 demoiselles d'honneur et les mots « brouillon de maman, avis ». J'ai fait défiler jusqu'à mon nom. Table numéro 9. Si vous regardiez le plan du grand salon de l'hôtel Le Meurice, la table numéro 9 était dans le coin arrière gauche, à environ 1,80 mètres des portes battantes de la cuisine de service. Les tables autour d'elle étaient remplies des grandes-tantes de Rémi, de quelques amis golfeurs de son père, et d'une poignée de personnes invitées par obligation plutôt que par affection. C'était la table où l'on place les gens qu'il fallait techniquement inclure, mais que l'on ne voulait pas particulièrement que quiconque remarque. J'ai appelé Chloé. Table 9, ai-je dit, non pas en colère, juste pour clarifier. Maman a dit que les tables d'honneur sont pour les couples puisque tu n'amènes pas de rendez-vous, elle a laissé sa phrase en suspens. Je l'entendais choisir ces mots comme quelqu'un qui marche autour de verres brisés. Ce n'est pas personnel, Laure. Tout ce que ma mère me faisait était personnel. C'était tout le propos. Mais je n'allais pas me disputer pour un plan de table. J'avais géré les plans de table pour des délégations internationales de 40 personnes avec des égaux concurrents et des budgets d'armes nucléaires. Je pouvais gérer la table numéro 9. Bien, ai-je dit. Tu pourrais amener quelqu'un, tu sais, un ami, un collègue, n'importe qui. J'aurais pu amener David. J'aurais pu amener n'importe laquelle d'une douzaine de personnes qui seraient venues sans poser de questions. Mais le mensonge avait sa propre logique. Et la logique disait, ne lui donne rien qu'elle puisse utiliser. Ne lui montre rien qu'elle puisse transformer en arme. Assieds-toi à la table numéro 9 et sois invisible parce qu'invisible est sûr. Ça ira, ai-je dit. Et j'ai raccroché. Tante Patricia m'a envoyé un SMS ce soir-là, je suis aussi à la table numéro 9. Au moins, nous aurons l'une l'autre. Suivi d'un smiley qui ressemblait plus à un drapeau blanc qu'à un emoji. Le dîner de répétition a eu lieu le vendredi avant le mariage dans un restaurant de grillades dans le Marais que le père de Rémi avait réservé. 30 personnes. Famille immédiate. Cortège nuptial. Quelques amis proches. Ma mère portait une blouse en soie qu'elle avait achetée spécifiquement pour l'occasion et un collier de perles qu'elle disait à tout le monde être un cadeau de mon père, ce qu'elles étaient un cadeau de leur 20e anniversaire qu'il avait économisé pendant 3 mois pour acheter. Elle les portait comme un costume maintenant. Un accessoire pour le personnage qu'elle jouait. Veuve dévouée, mère altruiste, matriarche d'une famille parfaite. Pendant les présentations, elle a pris les parents de Rémi par le bras, un de chaque côté comme s'ils étaient ses escortes, et les a fait circuler dans la pièce. Voici ma petite Chloé. Vous la connaissez déjà, bien sûr. Et voici son futur mari, Rémi, le jeune homme le plus merveilleux. Elle rayonnait. Elle irradiait. Elle était le soleil, et tout le monde était censé graviter autour d'elle. Puis elle est arrivée à moi, et voici mon autre fille, Laure, la femme de carrière. Elle a dit femme de carrière comme on dirait passionnée ou amateur, quelque chose que l'on fait en dehors de la vraie vie. Toujours célibataire, 40 ans le mois prochain. Peut-être qu'un de vos neveux est disponible ? Elle a ri. Les parents de Rémi ont esquissé un sourire.
La pièce a fait ce bruit que fait une pièce quand quelque chose de gênant se produit, mais que personne ne veut le nommer. J'ai souri. Je n'ai rien dit. C'était ça, l'arrangement. Mais après le dîner, pendant que ma mère était aux toilettes, rafraîchissant son rouge à lèvres et son récit, Sandra Dubois m'a trouvé près du vestiaire. C'était une petite femme aux cheveux gris courts et au genre d'yeux qui suggérait qu'elle avait passé 30 ans à observer des enfants et à apprendre à voir ce qu'ils ne disaient pas. Laure, dit-elle doucement, comme si elle avait attendu un moment sans public. Pour ce que ça vaut, il n'y a rien de mal à construire quelque chose pour soi avant de le construire avec quelqu'un d'autre. Certaines d'entre nous auraient aimé l'avoir fait ainsi. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais rencontrée 3 fois. Cette étrangère qui venait de me dire plus en 2 phrases que ma mère ne m'avait dit en 40 ans. Merci, ai-je dit, et ma voix a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle s'est brisée, juste à peine, une fissure capillaire que j'ai refermée avant que quiconque puisse l'entendre. Sandra m'a tapoté le bras et s'est éloignée. C'était tout. Pas de discours, pas de drame, juste une femme disant à une autre, « Je vous vois. Vous n'êtes pas ce qu'elle dit que vous êtes. » Je suis retournée à la maison de ma mère ce soir-là parce que je logeais dans mon ancienne chambre pour le week-end du mariage. Chloé était à l'hôtel avec ses demoiselles d'honneur. Ma mère dormait déjà ou faisait semblant. Elle avait bu 3 verres de chardonnay au dîner et avait tendance à confondre l'inconscience avec un coucher précoce. Je me suis allongée sur le lit jumeau étroit dans lequel j'avais dormi jusqu'à mes 18 ans. La pièce sentait toujours les vieux livres et les sachets de lavande que ma mère mettait dans tous les placards. Le plafond avait toujours les étoiles phosphorescentes que mon père y avait collées quand j'avais 8 ans. La plupart avaient cessé de briller il y a des années. 3 gardaient encore une faible lumière verte, suffisamment faible pour qu'on les manque si on ne cherchait pas. Je cherchais. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Je l'ai pris. David Leroy, 22h47. Le conseil a voté cet après-midi. À l'unanimité. Vous êtes notre nouvelle directrice des opérations. Effectif lundi. J'ai besoin de votre signature sur les documents de nomination avant que le communiqué de presse ne sorte. Je suis en retraite au lac Léman ce week-end. Où serez-vous demain? Je viendrai. J'ai lu le texte 3 fois. Directrice des opérations, le poste vers lequel j'avais travaillé pendant 8 ans sans jamais le dire à voix haute parce que dire les choses à voix haute dans ma famille signifiait donner un couteau à quelqu'un et lui montrer où couper. J'ai levé les yeux vers les 3 étoiles restantes au plafond. Vertes, s'estompant, toujours là. J'ai tapé en réponse, je serai à l'hôtel Le Meurice au centre-ville. Au mariage de ma sœur. David, je vous trouverai. Attendez-moi vers 19h30. Félicitations, Laure. Vous l'avez mérité il y a longtemps. J'ai posé le téléphone. J'ai fixé le plafond. Dans 12 heures, je serai assise à la table numéro 9 dans une robe à 80 €. Et l'homme qui dirigeait l'une des plus grandes firmes de conseil du pays conduirait 90 minutes pour me remettre un titre que la plupart des cadres passent toute leur carrière à poursuivre. Et ma mère, la femme dormant à un mur de distance de moi. La femme qui avait passé 40 ans à me dire que je n'étais pas assez, n'en aurait aucune idée. À quel moment maintenir la paix devient-il se trahir soi-même? Je ne connaissais pas encore la réponse, mais j'étais sur le point de l'apprendre devant 200 personnes. Je me suis préparée seule, non par accident, mais par construction. Ma mère avait réservé la suite nuptiale de l'hôtel Le Meurice pour Chloé et ses 4 demoiselles d'honneur, dont aucune n'était moi. Je n'avais pas été invitée à faire partie du cortège nuptial. Chloé a dit que c'était parce qu'elle voulait garder les chiffres pairs, et Rémi n'avait que 4 garçons d'honneur. J'ai dit que je comprenais. Je comprenais vraiment. J'avais compris des choses comme ça pendant 40 ans. Ma chambre d'hôtel était au 9e étage. Lit double standard. Assez agréable. Je l'avais réservé moi-même, payé moi-même, et je la quitterai demain matin sans que personne de ma famille ne connaisse le numéro de chambre ou ne pose de questions sur le départ. J'ai pris une douche. J'ai séché mes cheveux. J'ai enfilé la robe bleu marine, celle à 80 € de la boutique de déstockage de luxe, qui me taillait comme si elle avait été faite pour moi,
ce qui est le genre de chance que l'on a quand on a passé toute sa vie à ne pas attirer l'attention sur soi. On apprend ce qui fonctionne discrètement. J'ai attaché la montre de mon père à mon poignet gauche. Le bracelet en cuir craquait sur les bords. J'aurais dû le remplacer il y a des années. Je ne le ferai jamais. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Pas un long regard. Juste le genre fonctionnel. Vérifier le rouge à lèvres sur mes dents. Un pli dans le tissu. Le genre de regard qui fait l'inventaire sans poser de questions. Mon téléphone était posé sur le comptoir en marbre. Un SMS de David envoyé à 6h14. En route. Devrait être là vers 19h30 ce soir. Ne signez rien avant que j'arrive. Je veux vous remettre le stylo moi-même. J'ai souri à cela. David avait un sens de la cérémonie qu'il dissimulait sous un voile de pragmatisme. Il ne conduisait pas 90 minutes parce qu'une signature ne pouvait pas attendre. Il conduisait parce qu'il croyait que certains moments méritaient de se produire en personne. Je respectais cela. Je le respectais. Dans une autre vie, dans une famille qui célébrait les siens, j'aurais parlé de David à ma mère il y a des années, non pas comme un intérêt romantique, mais comme la preuve que quelqu'un dans ce monde me regardait et voyait quelque chose qui valait la peine d'être investi. Mais ce n'était pas cette famille. Et aujourd'hui n'était pas mon jour. Aujourd'hui, c'était le jour de Chloé. J'allais m'asseoir à la table numéro 9, manger le saumon, applaudir les toasts, et signer mes documents de directrice des opérations dans le hall comme une transaction commerciale. Propre, calme, invisible. C'était le plan. La cérémonie a eu lieu en extérieur sur la terrasse jardin de l'hôtel Le Meurice. Octobre à Paris, c'est un pari risqué. On a soit une lumière d'automne dorée, soit une pluie battante. Et il n'y a pas de juste milieu. Nous avons eu la lumière. Elle traversait les arbres avec cet angle de fin d'après-midi qui donne à tout l'air d'un souvenir, même pendant que cela se produit. J'étais assise au 3e rang, pas au premier qui était réservé à ma mère, qui s'était positionnée au centre du siège côté allée comme si elle allait recevoir la communion. Elle portait la robe couleur champagne. Elle tenait un mouchoir dont elle n'avait pas besoin mais qu'elle tenait visiblement au cas où quelqu'un oublierait qu'elle était la mère de la mariée. Chloé était magnifique. Je veux le dire clairement parce que ce qui s'est passé plus tard ne change rien. Ma sœur a descendu cette allée dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et elle ressemblait à quelqu'un qui entrait dans la vie qui lui avait toujours été promise. Son visage était ouvert et certain d'une manière que le mien n'avait jamais été. Pas parce qu'elle était plus courageuse, mais parce qu'elle n'avait jamais eu de raison de le fermer. Rémi se tenait à l'autel et a pleuré en la voyant. De vraies larmes, pas des larmes de performance. Je pouvais faire la différence. J'avais grandi en étudiant la différence. Les vœux étaient simples. Le ministre était bref. Quand Chloé a dit oui, je le veux, j'ai senti quelque chose de sincère traverser ma poitrine. Du bonheur pour ma sœur, mêlé à quelque chose de plus lourd que je ne voulais pas nommer. Pas de la jalousie. Je n'étais pas jalouse du mariage de Chloé, ni de son mari, ni de sa vie. J'étais jalouse de sa certitude, de la conviction absolue et incontestée qu'elle méritait d'être là, sous la lumière, regardée. Je ne m'étais jamais exposée à la lumière exprès. Pas une seule fois, pas même dans les salles de conseil. Je m'exposais par compétence. Je m'exposais par résultat, mais la lumière, celle qui n'a rien à voir avec la performance et tout à voir avec le simple fait d'être vue, celle-là, je l'avais toujours fui. Tante Patricia était assise à côté de moi. Elle m'a serré la main pendant les vœux. Ses doigts étaient froids et minces, et sa poigne était plus forte qu'il n'y paraissait. Nous étions assises l'une à côté de l'autre lors d'événements familiaux depuis 30 ans. Deux femmes en marge, regardant les personnages principaux vivre leur vie depuis les meilleures places. Après la cérémonie, les invités sont passés à l'intérieur pour le cocktail. La salle de bal était en cours d'installation pour la réception. Je me suis excusée, j'ai dit à Patricia que je devais aller aux toilettes. Je n'avais pas besoin d'aller aux toilettes. J'avais besoin d'être seule pendant 3 minutes dans une pièce où personne ne me regardait. C'était tout. Juste 3 minutes sans arranger mon visage pour qu'il soit approprié.
3 minutes sans jouer le rôle de la fille qui ne s'en soucie pas. La sœur qui n'est pas blessée. La femme qui a choisi d'être seule et qui va bien avec ça. Vraiment, honnêtement, complètement bien. La salle de bain du hall était en marbre et laiton et un éclairage doux qui faisait paraître tout le monde légèrement meilleur qu'il ne le méritait. J'ai verrouillé la porte. J'ai posé les 2 mains sur le comptoir. J'ai regardé dans le miroir. Pas le regard rapide de ce matin. Pas le regard d'inventaire. Le vrai. La femme qui me regardait avait 40 ans. Elle avait les yeux de son père et les pommettes de sa mère et une mâchoire qu'elle avait appris à serrer d'une manière très spécifique, légèrement en avant, légèrement relevée. Ce qui signifiait « je vais bien ». J'ai été bien toute ma vie. Ne me demandez pas si je vais bien car la question elle-même est une insulte à quel point je vais bien. Elle était aussi la plus jeune vice-présidente de l'histoire d'une entreprise du CAC 40. Elle gérait 2,3 milliards d'euros dans 12 pays. Elle avait 4000 personnes qui lui rapportaient directement ou indirectement. Et il y a 46 heures, elle avait été unanimement choisie pour être directrice des opérations. Et elle était assise à la table numéro 9 près de la cuisine, entre un grand-oncle endormi et une inconnue qui consultait son téléphone. J'ai serré le comptoir. Quelque chose se produisait. Pas de la colère, j'avais géré la colère toute ma carrière. Pas de la tristesse. La tristesse était suffisamment familière pour être un meuble. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait au moment avant de sauter d'une corniche sur laquelle on a été si longtemps qu'on a oublié que c'était une corniche. La voix de tante Patricia d'il y a 26 ans dans une chambre d'amis qui sentait la lavande. Je suis devenue si douée pour disparaître qu'un jour je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis plus retrouvée non plus. J'ai regardé dans le miroir. Je me suis retrouvée. Elle était là. Elle avait été là tout le temps, cachée derrière une robe bleu marine et un profil bas et une Honda Accord et 20 ans de silence stratégique, cachée parce qu'une femme sur un Porsche avait dit un jour « L'intelligence ne tient pas un homme au chaud la nuit ». Et une jeune fille de 14 ans avait décidé que la réponse la plus sûre était de cesser complètement d'être vue. Mais la femme dans ce miroir, celle avec la montre de son père au poignet et un titre de directrice des opérations qui l'attendait dans un porte-documents en cuir sur le siège arrière d'une voiture, elle n'avait plus 14 ans. Et le Porsche, c'était il y a 30 ans. Et la femme qui avait prononcé ces mots n'avait toujours du pouvoir que parce que je le lui confiais année après année, fête après fête, table numéro 9 après table numéro 9. Ma mère n'allait pas changer. Elle pourrait recevoir un appel téléphonique du président de la République la félicitant pour sa fille et elle trouverait un moyen de dire « mais toujours pas de mari ». C'était qui elle était. C'était qui elle serait toujours. La question n'était pas de savoir si elle changerait. La question était de savoir si j'allais continuer à construire ma vie autour de ses limitations. J'ai relâché le comptoir. J'ai redressé mes épaules. Pas de façon dramatique, pas comme une scène de film où la musique monte, juste un petit ajustement, le genre de changement qui serait invisible pour quiconque regarderait, mais que je pouvais sentir. Quelque chose s'était déverrouillé. Pas un plan, pas un stratagème de vengeance, pas un discours que j'allais prononcer, juste une décision tranquille, profonde jusqu'à l'os, que j'en avais assez de me cacher, d'être en représentation. D'être assise à des tables que je n'avais pas choisies dans des pièces où j'étais la personne la plus capable et la moins visible. Je me suis lavé les mains. Je les ai essuyées avec la serviette en tissu. Je suis sortie de la salle de bain et je suis retournée vers la salle de bal. Tante Patricia attendait près de l'entrée, tenant 2 verres d'eau pétillante. Elle m'en a tendu un, a regardé mon visage, a penché la tête. « Tu as l'air différente, dit-elle. » Je me sens différente. Patricia m'a étudié longuement. Puis elle a souri, un vrai sourire, pas celui de capitulation, et a dit « Bien ». Nous sommes entrés ensemble dans la salle de bal, à la table numéro 9, près des portes de la cuisine. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas assise là parce que j'avais accepté d'être invisible. J'étais assise là parce que l'endroit où il me mettait n'avait plus d'importance. Plus maintenant. Les toasts ont commencé à 19h. Le témoin de Rémi est passé le premier. Un colocataire d'université nommé Grégoire,
qui a raconté une histoire où Rémi avait brûlé des ramans dans la cuisine de leur dortoir en 2e année. Tout le monde a ri. La demoiselle d'honneur de Chloé est passée ensuite, son amie d'université Brittany, pas moi, avec un discours sur la sororité et la recherche de son âme sœur. Elle a pleuré à la fin. La moitié de la salle aussi. C'était un bon discours. J'ai applaudi. Je le pensais. Puis ma mère s'est levée. Elle n'a pas attendu d'être présentée. Elle n'a pas attendu que le DJ lui tende le microphone. Elle s'est avancée vers le devant de la salle de bal comme elle entrait dans chaque pièce, comme si elle avait été envoyée. Comme si l'événement l'attendait avant de pouvoir vraiment commencer. Puisque mon François ne peut pas être ici ce soir, dit-elle, pressant le mouchoir sur son œil, je parlerai pour nous deux. Mon père n'aurait pas dit ce qu'elle était sur le point de dire. Mon père se serait tenu à ce microphone et aurait dit à Chloé qu'il était fier d'elle, puis se serait rassis sans me mentionner du tout parce que c'était sa façon de me protéger en ne faisant pas de moi une cible. Mais mon père était mort et ma mère avait le micro. Elle a commencé avec Chloé. 5 minutes de l'enfance de Chloé. Récital de ballet. Bal de promo. Le jour où Chloé lui a fait une carte de fête des mères entièrement faite de paillettes. Et Diane l'avait toujours dans un tiroir. La pièce était imprégnée de cette chaleur. Les gens hochaient la tête. Certains avaient les yeux embués. Ma mère dirigeait la pièce comme elle le faisait toujours, tirant les ficelles du sentiment jusqu'à ce que toute l'audience penche dans la direction qu'elle voulait. Puis ses yeux m'ont trouvé de l'autre côté de la salle. J'ai vu le changement. Je l'avais vu 1000 fois aux tables de dîner, au fait, à chaque événement familial où le projecteur n'était pas suffisant. Et elle avait besoin du nombre pour le rendre plus lumineux. Sa bouche a changé de forme. Pas un sourire et pas un froncement de sourcils. Quelque chose entre les deux. L'expression d'une femme sur le point de dire quelque chose qu'elle avait gardé. Et je voudrais prendre un moment pour mon autre fille, Laure. Elle a fait une pause. Prions tous pour elle. 40 ans. Et aucun homme ne la veut toujours. La pièce a réagi comme les pièces réagissent à ce genre de choses, par couches. D'abord, le souffle coupé. Quelques inspirations aiguës de personnes qui ne pouvaient pas croire qu'elle l'avait dit. Puis le rire nerveux, ce que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Puis le vrai rire, qui venait des gens qui avaient décidé que c'était une blague parce que c'était plus facile que de décider que c'était de la cruauté. 200 personnes qui riaient de moi. Je me demande parfois où j'ai pu me tromper avec celle-là, a continué ma mère, penchant la tête comme si elle était vraiment perplexe, mais Dieu sait qu'elle a besoin d'une intervention divine à ce stade. Le rire a enflé. Ma mère a souri dedans comme une chanteuse sourit aux applaudissements. Voici ce que je pensais pendant que 200 personnes riaient de moi. Je pensais à une salle de conférence au 47e étage d'un immeuble à 20 km de cette salle de bal où, mardi dernier, j'avais négocié une prolongation de contrat de 400 millions d'euros avec un client qui était prêt à partir. 3 heures, sans note, juste moi et une table et un homme qui dirigeait un fonds souverain et qui, à la fin, m'a serré la main et a dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous ». Je pensais aux 4000 personnes qui ouvriraient un email lundi matin et apprendraient que leur nouvelle directrice des opérations était une femme nommée Laure Leclerc. Et la plupart d'entre eux ne seraient pas surpris parce qu'ils m'avaient vu travailler pendant 8 ans et ils le savaient déjà. Je pensais à la montre de mon père à mon poignet. 19h12. David serait là dans 18 minutes. Et je pensais à la femme dans le miroir de la salle de bain, celle qui avait décidé il y a 45 minutes qu'elle en avait fini de disparaître. Ma tante Patricia était assise à côté de moi. Sa main était sur la table, paume vers le haut, comme une offrande. Je ne l'ai pas prise. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que si je prenais sa main, je pourrais m'adoucir. Et je ne pouvais pas me permettre de m'adoucir maintenant. Maintenant, j'avais besoin de la version de moi qui concluait des affaires, pas de la version qui souffrait. J'ai regardé Diane. Elle tenait toujours le microphone, se nourrissait toujours de la pièce, jouait toujours le rôle qu'elle avait joué toute ma vie. La mère qui faisait tant d'efforts. La mère qui s'inquiétait tant. La mère qui ne voulait que le meilleur. Bon sang, elle n'avait jamais voulu le meilleur pour moi.
Elle voulait le meilleur pour l'histoire qu'elle racontait d'elle-même. Et dans cette histoire, j'étais l'exemple à ne pas suivre. La preuve que même une mère parfaite ne peut pas sauver tous les enfants. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Je l'ai ouvert sous la table. David, arrivé à l'hôtel. Où dois-je vous rencontrer? C'était le moment où je pouvais lui envoyer all par SMS et nous signerions les documents à un bureau près du concierge et je retournerais à la table numéro 9 et personne dans cette pièce ne le saurait jamais. C'était le choix sûr, le choix invisible. Le choix que j'avais fait pendant 26 ans. J'ai regardé ma tante, les larmes coulant toujours sur son visage. Ses épaules courbées, petites, occupant moins d'espace qu'elle ne le méritait. 68 ans et toujours à se crisper. Je n'allais pas avoir 68 ans et toujours à me crisper. J'ai tapé un mot, sale. Puis j'ai rangé mon téléphone. J'ai pris mon verre d'eau pétillante. Les bulles montaient toujours. J'ai bu la dernière goutte, l'ai posée, me suis levée. La pièce s'est tournée. Le sourire de ma mère a vacillé. Ce n'était pas dans son scénario. L'histoire édifiante n'était pas censée se lever. L'histoire édifiante était censée s'asseoir à la table numéro 9 et l'absorber. En fait, maman, ma voix est sortie exactement comme je le voulais. Calme et assurée comme en salle de conseil. La voix qui avait persuadé des fonds souverains de conclure des accords à 9 chiffres. La voix que 4000 personnes suivaient parce qu'elle ne tremblait jamais. Il est déjà là. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. David Leroy est entré dans cette salle comme il entrait dans chaque pièce, comme s'il y appartenait, mais sans chercher à le prouver. Des cheveux argentés, un costume gris anthracite, le genre de posture qui vient de diriger des choses si longtemps qu'on oublie ce que ça fait de demander la permission. 200 têtes se sont tournées, non pas parce qu'elles savaient qui il était, mais parce qu'il se comportait comme quelqu'un qu'on devrait connaître. Il a balayé la pièce du regard, m'a trouvé, a marché directement vers la table numéro 9 sans hésiter, sans regarder personne d'autre, sans s'arrêter pour lire la température sociale d'une salle de bal qui riait à mes dépens 30 secondes plus tôt. Ma mère était toujours debout à l'avant. Le micro à la main. Son visage passait par différentes expressions. La confusion d'abord parce que ce n'était pas dans le scénario. Puis la curiosité. Puis quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir parce qu'un bel homme en costume coûteux marchait vers sa fille célibataire. Et peut-être que Dieu avait exaucé sa prière plus vite que prévu. David a atteint ma table. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il ne m'a pas embrassé la joue. Il a tendu la main. Désolé d'être en retard, mademoiselle Leclerc, sa voix a porté. Non pas parce qu'il forçait, mais parce que la pièce était devenue silencieuse et que le son voyage dans le silence. J'ai conduit depuis le lac Léman. Je ne pouvais pas laisser cela attendre lundi. Il a ouvert un porte-document en cuir qu'il portait sous le bras. L'a posé sur la table, a décapuchonné un stylo. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité vendredi dernier. À partir de lundi matin, vous êtes la nouvelle directrice des opérations de Dubois et Associés. Il a posé le stylo sur le document. Félicitations, Laure. Vous l'avez mérité il y a longtemps. La pièce n'a pas réagi immédiatement. Il y a eu un intervalle de 3 secondes, peut-être 4, où 200 personnes ont essayé de recalculer ce qu'elles voyaient. La femme à la table numéro 9, celle dont elle venait de rire, celle que sa propre mère avait qualifiée de pathétique. Puis le père de Rémi s'est levé. Richard Dubois, immobilier commercial. Le genre d'homme qui lisait le Wall Street Journal tous les matins avant le petit déjeuner et pouvait repérer un cadre du CAC 40 à 100 mètres. Dubois et associés, a-t-il dit. Pas un murmure, une déclaration. Êtes-vous David Leroy? David s'est retourné. Oui. Mon Dieu. Richard m'a regardé, puis Chloé, puis à nouveau moi. Votre belle-sœur est la nouvelle directrice des opérations de Dubois et Associés. David n'a pas corrigé le belle-sœur. Il a juste dit, elle est la meilleure opératrice de notre entreprise depuis 8 ans. Le seul regret du conseil est de ne pas l'avoir promue plus tôt. Le recalcul a été instantané. On l'a vu traverser la pièce comme une vague.
Les gens se penchant les uns vers les autres. Des téléphones apparaissant sous les tables, quelqu'un murmurant, c'est une entreprise du CAC 40. La femme à la table numéro 9 n'était pas ce qu'on leur avait dit. La femme à la table numéro 9 était la personne la plus accomplie de cet immeuble, et elle était assise près des portes de la cuisine sans dire un mot. L'oncle Marc a commencé à applaudir. Lentement, délibérément. La manière dont on applaudit quand on a attendu longtemps pour voir quelque chose être remis en place. D'autres se sont joints. Ça s'est amplifié. Pas une ovation debout, quelque chose de plus silencieux que ça, mais une reconnaissance plus honnête qui était attendue depuis 30 ans. Tante Patricia avait les 2 mains pressées sur sa bouche. Ses épaules tremblaient. Pas de chagrin, quelque chose de l'autre côté du chagrin. 30 ans à voir sa nièce être rabaissée. Et quelqu'un avait enfin dit à voix haute ce que Patricia avait toujours su et n'avait jamais eu le pouvoir de prouver. J'ai regardé ma mère. Diane était toujours debout à l'avant de la salle de bal. Le microphone était toujours dans sa main, mais il était retombé à ses côtés comme si elle avait oublié qu'elle le tenait. Son visage avait traversé l'espoir et la confusion et avait atterri quelque part que je n'avais jamais vu auparavant. Elle ressemblait à une femme debout dans une maison où tous les meubles avaient été réarrangés pendant qu'elle ne regardait pas. Tout était familier et rien n'était à sa place. Elle a fait un pas vers moi. Sa bouche s'est ouverte. Le processus de récupération commençait. Je pouvais le voir se former derrière ses yeux. Le récit qu'elle était sur le point de construire. Elle dirait qu'elle avait toujours su. Elle dirait qu'elle était si fière. Elle trouverait un moyen de se placer au centre de mon succès comme elle s'était placée au centre de tout. Laure, j'ai toujours su que tu étais non, maman. 2 mots. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase. En plein mouvement. Le microphone lui a échappé des mains et a frappé le sol avec un bruit sourd que les haut-parleurs ont capté et amplifié en un son final net. Personne n'a bougé pour le ramasser. Ma mère est restée là, seule. La robe couleur champagne qui avait semblé être un geste de pouvoir il y a 2 heures ressemblait maintenant à quelque chose qu'une femme porte lorsqu'elle essaie d'être la mariée au mariage de quelqu'un d'autre. La pièce s'était déplacée autour d'elle et elle était toujours debout là où le centre se trouvait auparavant. Sauf que le centre s'était déplacé et que personne ne le lui avait dit. Un serveur est passé derrière elle, portant un plateau de flûte de champagne. « Madame, encore du champagne ?» Elle ne l'a pas entendu. Il a haussé les épaules et a continué son chemin. J'ai pris le stylo de David. J'ai signé la lettre de nomination. Ma main était ferme. La montre de mon père indiquait 19h34. David a dit, vous devriez fêter ça. Je l'ai regardé. Je crois que je viens de le faire. Il a souri, m'a serré la main une fois de plus, a refermé le porte-document et est parti comme il était venu, sans avoir besoin de s'expliquer à qui que ce soit. Les portes de la salle de bal se sont refermées derrière lui. La pièce a expiré. Le reste du mariage s'est déroulé autour de moi comme la météo. Les gens sont venus à la table numéro 9, non pas pour offrir leurs condoléances, mais pour se présenter. Des cousins que j'avais vus lors de fêtes pendant 20 ans ont soudainement voulu savoir ce que je faisais dans la vie. Les amis de l'école de commerce de Rémi se sont matérialisés avec des poignées de main et des cartes. Une femme de la table numéro 3 a demandé si Dubois et associé embauchaient. Pourquoi ne l'as-tu jamais dit à personne, a demandé un petit cousin nommé Marc, avec qui j'étais presque sûr de n'avoir jamais parlé avant ce soir. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Pas avec amertume, juste avec précision. Le genre de vérité qui n'a pas besoin de volume pour être entendue. Ma mère s'était retirée à sa place à la table d'honneur. Elle était assise les mains sur les genoux, son champagne intact, fixant un centre de table comme s'il lui devait une explication. Les gens gravitaient autour d'elle sans s'arrêter, comme on gravite autour de quelque chose qui était autrefois important mais qui a été reclassé. Personne n'était cruel envers elle. Personne n'avait besoin de l'être. L'absence d'attention suffisait. Pour une femme qui avait passé sa vie à organiser les pièces autour d'elle, être ignorée était la seule punition qui lui convienne.
Chloé m'a trouvé près de la table des desserts. Son mascara avait tenu, ce qui était le genre de détail auquel ma sœur ferait attention, même au milieu d'un réarrangement familial. Elle se tenait devant moi dans sa robe de mariée à 3 volants, et elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme qui avait passé toute sa vie sous les feux de la rampe, essayant de comprendre quoi faire maintenant que quelqu'un l'avait pointée ailleurs. Tu aurais pu me le dire, Laure. J'ai regardé ma sœur, ma belle-sœur, simple et aimée, qui n'avait jamais été présentée comme mon autre fille, qui n'avait jamais été placée à une table près de la cuisine, qui avait rangé un chèque de 15 000 € dans son sac à main sans dire merci. Parce que dans le monde de Chloé, être prise en charge était simplement ce qui arrivait. J'ai essayé, ai-je dit. Pendant 20 ans, tu n'as juste pas écouté. Chloé a ouvert la bouche, l'a refermée. Quelque chose a bougé derrière ses yeux, pas de la compréhension. Pas encore, mais le précurseur de la compréhension. Le moment avant qu'une fissure ne se forme. Elle y arrivera peut-être un jour. Elle m'appellera peut-être dans 3 semaines et dira, « J'ai pensé à ce que tu as dit, ou pas ?» Je ne pouvais pas contrôler ça. J'en avais fini de contrôler les résultats pour des personnes qui n'avaient pas mérité l'effort. C'est ta nuit de noces, ai-je dit. Va danser avec ton mari. C'est un homme bien. Les yeux de Chloé se sont remplis. Elle a hoché la tête. Elle s'est retournée et est retournée vers Rémi, qui l'attendait sur la piste de danse, la main tendue et le visage plein de ce genre d'amour simple qui, j'espérais pour elle, serait suffisant. J'ai trouvé tante Patricia près du vestiaire. Elle tenait son manteau sur son bras, comme on tient des choses quand on ne sait pas si on part ou si on reste. Ses yeux étaient rouges, mais sa posture était différente. Quelque chose avait changé en elle aussi. Pas aussi dramatiquement qu'en moi, mais perceptiblement, comme une fenêtre qui avait été peinte fermée pendant 30 ans, s'était entr'ouverte d'un demi-centimètre. Elle a pris mon visage dans ses 2 mains. Ses doigts étaient froids et ses paumes étaient chaudes, et elle m'a tenue comme si j'étais quelque chose qui pourrait disparaître si elle lâchait prise. « Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire », a-t-elle dit. « Merci. Il n'est pas trop tard pour toi non plus, tante Pat. » Elle a souri. C'était la chose la plus compliquée que j'ai jamais vue sur un visage humain. De l'espoir et du chagrin et du regret et quelque chose qui aurait pu être le premier souffle d'une vie qu'elle n'avait pas encore commencé à vivre. Peut-être, a-t-elle dit. Et sa manière de le dire ressemblait moins à du doute qu'à une porte conteste. J'ai embrassé sa joue. J'ai pris mon manteau. Je suis sortie du grand salon de l'hôtel Le Meurice et dans la nuit d'octobre. Le parking souterrain était froid et calme et sentait le béton, l'échappement et le vide particulier qui vient après avoir été dans une pièce pleine de monde. Et soudain, on ne l'est plus. Ma Honda Accord était au 3e niveau. Je l'ai déverrouillée, je me suis assise sur le siège conducteur, je n'ai pas démarré le moteur. La silhouette de Paris était visible à travers les lamelles de béton du mur du garage. Verre et acier et lumière. Tout cela indifférent à ce qui venait de se passer dans une salle de bal 16 étages plus bas. La ville ne se souciait pas du toast de ma mère, ni de mon titre, ni des 2 mots que j'avais prononcés et qui avaient mis fin à 30 ans de représentation. Elle continuait juste. J'ai trouvé cela réconfortant. J'ai regardé la montre de mon père. 21h47. J'ai arrêté de disparaître. Papa, ai-je murmuré. Les mots se sont embués dans l'air froid et se sont évanouis. Comme s'ils avaient attendu d'être prononcés, et maintenant qu'ils l'avaient été, ils n'avaient plus besoin d'exister. Mon téléphone était dans le porte-gobelet. Pas de SMS de maman. Je n'en attendais pas. Je n'en avais pas besoin. Un SMS de David. Lundi, 8h. Votre nouveau bureau est au 48e étage. Suite d'angle. Vous l'avez mérité. J'ai démarré la voiture. La radio s'est allumée au milieu d'une chanson, quelque chose que je ne reconnaissais pas. Quelque chose avec un piano et une voix de femme qui chantait en roulant les fenêtres baissées. Je n'ai pas changé de station. J'ai quitté le garage et suis sorti sur l'avenue des Champs-Élysées, et la ville s'est ouverte devant moi, comme le font les villes quand on roule enfin vers quelque chose au lieu de s'en éloigner. Ma mère a appelé 2 fois la semaine suivante. Je n'ai pas répondu, non par colère,
mais par paix. Chloé a envoyé un SMS une fois, pouvons-nous parler? J'ai dit oui. Nous verrons. Tante Patricia s'est inscrite à un cours à l'université populaire le lundi suivant. 68 ans. Elle m'a envoyé une photo de sa carte d'étudiante. Ses cheveux étaient en bataille et ses yeux étaient grands ouverts et elle avait l'air terrifiée. Elle avait l'air vivante. Si vous avez caché qui vous êtes pour le confort de quelqu'un, je veux que vous sachiez quelque chose. La pièce est plus petite que vous ne le pensez. La table à laquelle on vous a placé ne vous définit pas. Et la porte n'a jamais été verrouillée. Vous avez simplement cessé d'essayer la poignée.